Dakar. La première chose que l'on remarque en arrivant, c'est l'océan. On peut même dire qu'à Dakar, toutes les routes mènent à l'Atlantique. L'océan et la plage font partie du quotidien des Dakarois. En prenant de la hauteur, on se rend compte du site exceptionnel sur lequel se trouve la ville. La capitale du Sénégal a été érigée sur la presqu'île du Cap-Vert, qui se situe à l'extrême ouest du continent africain. Cette position fait de Dakar un carrefour entre l'Afrique et l'Occident, mais aussi le centre de ralliement politique, économique et culturel de toute l'Afrique de l'Ouest. Vous l'aurez compris, malgré les plages de sable fin et l'océan, on est loin de la paisible station balnéaire. Fondée en 1857 par les Français, la ville de Dakar est aussi riche d'une histoire précoloniale. Le nom même de Dakar, ou plutôt Ndakaru en Wolof, daterait de l'arrivée des Lébous. Une culture lébou dans laquelle une grande partie de la population de la ville trouve racine. Mais attention, à Dakar, les racines n'empêchent pas d'avoir des ailes. Au loin, un géant et sa famille sortent de terre et s'élèvent vers le ciel pour surplomber la ville. Il s'agit du monument de la Renaissance africaine. Nous y retrouvons Pierre Goudiaby Atepa, l'architecte de cette monumentale statue. Moi, je me définis comme un architecte du développement, avec tout ce que le développement peut avoir comme effet. Mon cher ami, bienvenue. Merci. Et bienvenue chez toi. On essaye de voir comment la chance que nous avons de développer ce continent-là soit prise en charge par nous-mêmes. Et pour nous, c'est important. En montant les marches, les yeux levés vers la famille du Colosse, on ne peut s'empêcher de penser qu'avec ce monument, le Sénégal et Dakar réhabilitent la dignité de tout un continent. Le monument de la Renaissance est parmi les projets que j'ai faits, celui qui est peut-être le plus, j'allais dire, thématique, et peut-être celui qui représente le mieux l'ambition que nous avons pour ce pays, pour ce continent. Inauguré le 3 avril 2010 après 8 ans de travaux, il s'agit de la plus grande statue d'Afrique. Cette famille de 52 mètres de haut donne le tournis et matière à interprétation. Son initiateur, qui est le président Wade, avait souhaité avoir un Africain qui sortait des entrailles de la terre avec son enfant et sa femme pour montrer le développement. La construction d'un tel édifice est un défi. Une statue de cette hauteur avec un matériau comme le bronze était inédite et donc très coûteuse. Il y a eu un débat, mais nous avons pensé que peut-être ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, les gens reconnaissent qu'il fallait peut-être le faire. Quand on voit le monument, même ceux qui le critiquaient commencent à se rendre compte qu'effectivement, c'était peut-être un événement. Je ne veux pas dire que c'est un début, mais qu'il faut aller toujours de l'avant. L'avenir du monde va se jouer en Afrique. Je pense que l'invite est que le monde entier puisse se retrouver là et qu'ensemble, la main dans la main, nous puissions, j'allais dire, développer le monde à partir de ce continent-là. Parce que tout le monde sait que le continent de l'espoir, c'est l'Afrique. Le rendez-vous est donné. En attendant, la ville de Dakar vous offre son plus beau point de vue. Et les Dakarois ne s'en privent pas. Je pense que la presqu'île de Dakar est certainement l'une des plus belles presqu'îles au monde. Malheureusement, j'ai l'impression que nous n'en sommes pas conscients nous-mêmes. Les différents quartiers de Dakar recouvrent désormais la quasi-totalité du Cap-Vert, dans un urbanisme parfois chaotique. Cette cacophonie, elle a peut-être du charme, j'allais dire, pour vous, les Occidentaux. Parce que quand vous venez, bon, c'est presque du folklore pour vous. Mais pour nous, c'est quand même plus sérieux. Il faut que nous arrivions à faire un équilibre entre les quartiers pauvres et les quartiers hyper riches.
Il nous appartient, nous, surtout les architectes, de travailler pour que le citoyen lambda, parce qu'il n'a pas les moyens, puisse avoir un environnement sain. Et ça, c'est important. L'harmonie de la ville, nous ne pourrons l'atteindre que quand cet équilibre-là sera atteint. La ville de Dakar compte aujourd'hui 19 communes d'arrondissement. Certains quartiers sont huppés, comme les Almadies, d'autres moins, comme Niary Tally. Certains regroupent des catégories socio-professionnelles, comme les pêcheurs à Soumbédioune. On y trouve de nombreuses ethnies. On y parle le Wolof, le Diola, le Sérère, le Peul, l'arabe et le français. Les cultures et traditions sont nombreuses et coexistent paisiblement. Difficile d'imaginer, en voyant ce bouillon urbain, qu'il y a 150 ans, il ne s'agissait que de petits villages de pêcheurs. Un quartier conserve pourtant les traces de ce passé précolonial, la Médina. Parlons de la Médina. Je suis un pur produit de la Médina. J'ai grandi à la rue 7, angle 12, tout le monde le sait. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, que j'ai offert la porte du 3e millénaire à la Médina. C'est juste sur le prolongement de ma rue. C'était le premier, un des tout premiers quartiers de la ville de Dakar. C'est là où j'ai eu, j'allais dire, la chance de grandir, parce que grandir à la Médina, c'est extraordinaire. Les grands artistes sont pratiquement tous issus de la Médina. C'est toujours l'âme de Dakar. Si la Médina reste et restera l'âme de Dakar, c'est parce qu'elle est l'épicentre de la culture et de la communauté lébou, qui peuplait et administrait la presqu'île avant l'arrivée des Français. Les Lébous qui se concentraient alors dans le quartier du Plateau furent déplacés de force par les Français qui les installèrent dans l'actuel quartier de la Médina. Un quartier dont l'ambiance s'apparente plus à celle d'un village dans lequel tout le monde se connaît. Nous y retrouvons Docta, artiste graffeur, un vrai Médina boy. Je ne peux pas me lever un jour où je suis à Dakar, que je passe par la Médina, je ne prenne pas le temps d'être avec, comment s'appelle la famille. Non, je ne peux pas. C'est là où je suis bien. Et c'est vraiment un quartier populaire où les jeunes, ils se lâchent, ils ne s'enferment pas. Ils vont de maison en maison, ils échangent entre eux. Dans un quartier, si tout le monde s'enferme, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Et dans la Médina, on ne s'enferme pas, on est libre. Et cette liberté, ça se voit. À la Médina, tout se passe dans la rue. On y travaille, on s'y fait couper les cheveux, on y lave son linge, on y mange, on y papote. Un quartier à l'identité forte auquel les habitants sont fiers d'appartenir. La Médina a marqué ma vie. Elle a marqué ma vie sur beaucoup de choses. Ça a marqué mon travail, ça a marqué l'évolution dans mon travail, la collaboration avec d'autres. Ça m'a donné une vision plus large de ce que je fais et aussi donné une réalité à ce que je fais. Parce que si on parle du graffiti, on va parler de comment ça se passe dans le monde. Et toute œuvre a un rapport avec le quotidien des populations. Et ça, la Médina a beaucoup participé à ça. Un quotidien que Docta a retranscrit jusque sur les murs de la mairie de Dakar. Si la Médina a marqué le travail de Docta, celui-ci le lui rend bien. Ses créations recouvrent les murs des anciennes maisons coloniales du quartier. L'apport que je fais avec le graffiti, c'est un projet que j'ai depuis plus de 5 ans qui s'appelle Médina Love Tour. L'idée est simple, redonner un coup de jeunesse aux vieux bâtiments coloniaux en les recouvrant d'une fresque colorée. Donc pas mal de maisons ou pas mal de graphes que vous voyez dans la Médina que j'ai fait personnellement, c'est sur les anciennes maisons que je le fais. Avec cette initiative, Docta revitalise certains endroits abandonnés du quartier. Quand tu passes devant une maison, un bâtiment, tous les jours, tu t'en rends plus compte, tu l'oublies, ça fait partie de toi. Mais quand on met une couche de peinture, on met des formes et la couleur, là tu prends la chose. Ouais. Mais cette maison-là, ça a toujours été là. Oui, la maison est plus ancienne que vous, mais on lui a donné un coup de vie avec de la peinture, des formes. Maintenant, ça redonne vie. Docta s'inscrit dans une tradition ancienne de communication par le dessin et la peinture. Ces illustrations sont souvent utilisées par les commerçants. Et puis c'est le même style d'image qu'on fait sur pas mal de commerces. Donc c'est un truc qui se répète. Mais l'essentiel, c'est que le message puisse passer. En passant par ici, tu sais que pour te faire une coupe de cheveux, voilà. Mais la singularité de la Médina ne se limite pas aux vieilles bâtisses coloniales.
Un autre pan de la culture sénégalaise s'y trouve. Le patrimoine matériel et immatériel de la communauté Lébou. Monsieur Gaye en est l'un des gardiens. Monsieur Gaye, c'est... moi, je vais l'appeler mon ami. Il est plus âgé que moi, mais c'est la première personne avec qui j'ai eu à travailler sur un projet. Quand je suis venu vers lui pour lui présenter mon projet, il m'a dit « Oui, nous, on t'accompagne ». Ah ouais? Je m'appelle Abdou Khader Gaye. Je suis le président de l'ONG EMAD, Entente des mouvements et associations de développement. Depuis 2010, nous travaillons pour la revalorisation du patrimoine culturel lébou. Parce que nous nous sommes rendus compte à un certain moment que ce patrimoine était en train de se perdre. Parce que l'homme doit savoir qui il est. Quand on habite une ville, la ville nous parle. Et ce discours, ce dialogue entre l'homme et la ville, elle est d'importance. Mais quand on ne sait plus qui on est, ce dialogue n'est plus possible. Qu'est-ce qui me lie à cette ville? Et donc ce cordon ombilical est important et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Raccorder le cordon, faire en sorte que les populations de Dakar puissent se sentir fils de cette ville. Un enracinement que M. Gaye veut présenter comme étant compatible avec une ouverture à la modernité. La collectivité lébou ne doit pas s'enfermer sur elle-même, faire du passéisme, le passé comme un refuge dans lequel on se noie. Maintenant, il y a une autre forme de culture qui est en train de naître, la culture urbaine. On n'est plus un village, on est devenu une ville avec une nouvelle génération. Et Docta, c'est l'incarnation de cette génération que j'apprécie et que j'applaudis. Le président Senghor le disait, la culture est au début et à la fin de tout. S'enraciner, mais il faut s'ouvrir aussi. Nous avons notre histoire, nous avons nos légendes, nous avons notre marqueur identitaire qui doit être là pour qu'on puisse être reconnu partout dans le monde. Parmi ces marqueurs identitaires de la ville de Dakar se trouvent les pench. Il s'agit des villages traditionnels lébous dans lesquels aujourd'hui encore on organise et on régit la vie de la communauté. Le plus important, le pench de Santiaba, qui abrite en ses murs le siège des hauts dignitaires lébous. Voilà, le baobab du pench est là-bas. Le beau baobab de Santiaba, vous avez vu? Donc là, on a le siège et l'intendant du siège que je vais saluer. La ville de Dakar compte 12 pench, dont 6 dans le quartier de la Médina. La plupart sont organisés de la même manière. Une place, un baobab millénaire autour duquel toutes les générations se retrouvent, ainsi qu'une mosquée. Le pench de Santiaba, c'est le siège de la collectivité lébou de Dakar. Aujourd'hui a lieu la réunion des dignitaires, comme ça se fait traditionnellement tous les mardis. Les dignitaires de la collectivité, ils sont au nombre de 7. Ils constituent un peu le gouvernement de la collectivité, avec à sa tête le Grand Serigne. Le Grand Serigne est l'autorité morale des Lébous. Entouré de 7 conseillers, il préside une assemblée représentative des 12 pench de la ville. C'est cette même assemblée qu'il a élu Grand Serigne. On résume trop souvent l'histoire de Dakar à la seule présence française, alors que le nom même de Dakar découle de l'histoire précoloniale de la péninsule. Le nom Ndakaru est lié à l'histoire des Lébous. Dakaraou, c'est le pays refuge. Ça veut dire exactement en Wolof, qui y habite sera sauvé. Refuge contre quoi? Contre les brimades. Refuge contre quoi? Contre l'inégalité et l'injustice qui peut opprimer l'homme. En fuyant la tyrannie des différents royaumes d'Afrique de l'Ouest, les Lébous trouvaient refuge sur la péninsule du Cap-Vert, à laquelle ils ont donné un nom, mais aussi un statut de terre de liberté. Ils se sont dit qu'il ne fallait plus un roi qui puisse nous oppresser. Il ne faut pas que tous les pouvoirs soient entre les mains d'une seule famille, toute puissante au-dessus des autres. Alors ils se sont organisés en pench. En cela, l'organisation des pench Lébous préfigure un modèle républicain. Ils ont lancé un appel et cet appel a fait écho. Et de tous les coins du Sénégal, des gens sont venus pour venir habiter avec les Lébous. Les Lébous sont également à l'origine d'un sport qui dépasse désormais les frontières du pays, la lutte traditionnelle sénégalaise. Bon, la lutte, c'est dans le sang des Lébous, on est né lutteur. Monsieur Diop est un dignitaire Lébou et un ancien champion. Il continue d'exercer aujourd'hui en tant qu'entraîneur. Moi, j'ai grandi sur ça. Je sortais de ma maison pour pouvoir pratiquer la lutte dans l'enceinte du pench.
Pour pratiquer la lutte, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Il suffit d'avoir du sable parce que la lutte se faisait surtout au bord de la plage. Et quelques camarades de jeu. La lutte sénégalaise est une vieille tradition villageoise. Elle remonte à un temps où les Lébous étaient presque tous pêcheurs et agriculteurs. La lutte se pratique toujours après les récoltes. On bouffe sur le mille, bien manger, et puis on va faire le compte pour savoir si on a bien régalé ou pas. Après avoir bien régalé, les hommes n'avaient plus qu'à se laisser galvaniser pour se défier à main nue. Dans le village, il y a ta famille, il y a tes tantes. Donc ils vont te chanter, ils vont te faire des gloires. Il y a deux types de lutte traditionnelles, avec et sans frappe. Aujourd'hui, la lutte avec frappe génère beaucoup d'argent et remplit des stades entiers. La lutte avec frappe est très populaire. Et maintenant, son pays gagnait beaucoup d'argent. Avant, on ne faisait que chercher la gloire. Maintenant, il y a des millions là-dessus. Donc, il y a beaucoup d'écuries, beaucoup d'écoles. Si vous cherchez la gloire, la fortune ou des sensations fortes, la lutte n'est pas réservée qu'aux Lébous. On a eu un Espagnol qui était venu, qui est rentré, il a fait vraiment... il n'a eu aucune défaite. Hein. Peut-être il a fait une dizaine, moins de 10 combats, mais il n'a eu aucune défaite. Hein. Il s'en est bien sorti. Hein. Par contre, soyez prévenus. C'est pas facile hein, de donner des coups de poing sans dégâts, recevoir des coups sans dégâts. C'est pas tellement facile. Hein. Tu peux y perdre beaucoup de dents comme moi, hein, comme j'en ai perdu. Hein. Hein? À bon entendeur. Avant de lutter, il faudra bien régaler, à savoir manger copieusement. Pour cela, direction l'un des plus anciens marchés du Sénégal, le marché Kermel. Il est impossible de venir à Dakar sans partir à la découverte d'une gastronomie riche et accessible. Le marché Kermel est réputé pour son architecture coloniale, mais aussi pour la qualité de ses produits. Vous pourrez y découvrir des spécialités locales, telles que le fruit du baobab que l'on nomme pain de singe, l'hibiscus ou bien le gombo, un légume utilisé dans différents plats en sauce. Sans parler des nombreuses variétés de poissons, comme le tchof, typiquement local, mais aussi la lotte, le mulet ou la sole. Mais le meilleur moyen de découvrir la gastronomie sénégalaise est d'être invité chez quelqu'un pour partager le tchèp, le plat traditionnel. Et cela pourrait arriver plus vite que vous ne l'espérez, tant la convivialité et l'hospitalité font partie des mœurs. Au Sénégal, on appelle ça la teranga. Nous sommes conviés chez Batouli pour la préparation et la dégustation du tchèp. C'est un plat vraiment complet, quoi. Généralement, le tchèp, on le fait le samedi parce que c'est le jour où on se retrouve tous. Les gens ne vont pas au boulot, les enfants ne vont pas à l'école. Comme c'est un plat familial, donc c'est les samedis de préférence. Le tchéboudienne, c'est notre plat national, en fait. C'est le plat national sénégalais. Ça a été adopté après l'indépendance. Pour faire un bon tchéboudienne, il faut un bon poisson. Un très bon poisson, mais aussi une grande marmite et quelques légumes. C'est des carottes, du chou, de l'aubergine. Nous, on met du gombo qu'on jette dedans. On met des feuilles d'oseille pour que ça soit un peu aigre. Je mets des tomates aussi, voilà, de l'huile, du riz. Il vous faudra également farcir le poisson. Donc pour faire la farce, il faut du persil, de l'ail, du poivre, du piment, du poivron. Comptez au moins 90 minutes pour la préparation et la cuisson. Donc là, on va laisser mijoter une demi-heure. C'est au moment du service que la teranga sénégalaise prend tout son sens. Famille, amis de passage, invités de circonstance se regroupent autour d'un plat unique dans lequel tout le monde pioche pour savourer ce tchéboudienne. Les Dakarois consommeraient en moyenne pas loin de 50 kilos de poissons par an. On en mange quotidiennement. Vous l'aurez donc compris, la pêche est une activité importante à Dakar. La plage de Soumbédioune est le quartier historique des pêcheurs de Dakar. Nous y retrouvons Adama.
J'aime la pêche parce que c'est mon métier. Moi, je connais que la pêche. Quand je me lève le matin, je fais les prières à l'aube. Je viens ici à Soumbédioune. Je quitte ici vers 21h30 pour aller à la maison. Comme toutes mes activités, c'est la pêche. On part le matin vers 7h. On prépare la pirogue, on part à la pêche. Des villages lébous à la cosmopolite métropole d'aujourd'hui, Dakar a toujours vécu de et avec l'océan. Pour connaître Dakar, il faut monter dans un pirogue qui part à la mer. Dakar et l'océan, c'est lié. Depuis l'océan, tu vois tout Dakar. Mais la relation entre la ville et l'Atlantique s'est un peu dégradée ces derniers temps. Le poisson se fait plus rare. La pêche a beaucoup évolué. Maintenant, le poisson devient rare. Les pirogues partent des kilomètres pour avoir du poisson. Mais avant, on ne part même pas 2 kilomètres. Maintenant, tu pars plus de 100 kilomètres. 100 kilomètres. Avec les petits pirogues, je dis, avec les petits pirogues, tu pars plus de 100 kilomètres pour avoir du poisson. Comme le poisson, ça devient rare. Pour préserver les ressources d'une région qui compte parmi les plus poissonneuses au monde, les autorités ont décidé de créer un parc interdit à la pêche autour des îles Madeleine. Des îles qui avaient déjà un statut particulier pour les lébous. C'est l'île Madeleine, c'est une île sacrée pour les pêcheurs. Selon la croyance lébou, l'île abriterait un génie protecteur dont il faut s'assurer la bienveillance par des rituels et des offrandes. Aujourd'hui, l'île est considérée comme le refuge d'un écosystème menacé. C'est un parc. C'est pourquoi les eaux et forêts interdisent les pêcheurs d'y aller pour faire leur pratique de pêche. Parce que les poissons viennent là-bas pour se reposer, pour se reproduire. Mais la création de ce sanctuaire ne suffira pas si un autre fléau n'est pas endigué. Il y a le problème de pollution ici à Dakar. Quand on était plus petit, la baigne était blanche. Tu marchais avec des pieds nus. Maintenant, il y a beaucoup de pollution ici. Il y a la saleté, il y a les ordures. Ça gâte la nature. Une pollution que les initiatives comme celle que mène Karim Elali avec l'Océanium ne suffiront pas à éradiquer si les mentalités ne changent pas. Cette association de protection de l'environnement est aussi une école de plongée. Je m'appelle Karim Elali, je travaille à l'Océanium, qui est une association de protection de l'environnement. Dakar était axé sur la croissance. Et le problème, c'est que cette croissance est à but lucratif. Elle ne prend pas en compte le côté environnemental. Donc, je ne sais pas, si vous vous promenez dans la ville, vous remarquez qu'il n'y a pas de poubelle. Donc, une personne lambda qui boit son café dans un gobelet en plastique, elle le jette par terre. Et ce gobelet en plastique, il finit en mer. Donc on remarque qu'il y a de plus en plus de déchets dans l'espace marin. L'une des actions menées par l'Océanium est le nettoyage des fonds marins et notamment le repêchage des filets abandonnés. Alors là, on va descendre sur une épave sur un fond d'environ 7 mètres pour retirer du filet, on appelle ça des filets fantômes, en fait des filets qui sont perdus par des pêcheurs et qui finalement continuent à pêcher. Ce poisson qui est destiné soit à vivre de manière libre sous l'eau, soit via la pêche locale à nourrir la population, il meurt pour rien. Sur les 6 dernières campagnes, on a retiré un peu plus de 30 tonnes de filets dérivants. Une initiative qui porte ses fruits. C'est un filet perdu. Le filet que les pêcheurs ont perdu, ils n'arrivent pas à le récupérer. Donc... Oh, il y a du courant, hein? Allez, Non, il parle de mon bidon. Ça, c'est 2 plongeurs sur une plongée avec du courant. On a sorti ça. Il faut t'imaginer que sur 2 semaines, tu arrives à sortir 5 tonnes. C'est pour te dire ce qu'il y a en bas. Finalement, bon, on récupère ça, quoi. Mais il y en a un pareil, hein?
Vraiment, il y en a pas, gars. Mais avec les visibilités, c'est pas top. Avec les courants là, bon, c'est galère quoi. Mais alléluia quoi. Bravo, mon ami. L'objectif est désormais de former plus de plongeurs sénégalais pour contribuer à la remontée des filets abandonnés, mais pas que. Le fait de les former les emmènera sous l'eau et le fait de les emmener sous l'eau, ils verront bien que, mis à part les filets, il y a des gobelets, des sachets, des bouteilles en plastique et que on peut juste les prendre et les jeter chez soi au lieu de les laisser par terre. Bien plus qu'un simple moyen de transport, il s'agit d'un emblème, une œuvre d'art indissociable de l'image de la ville. Venise a ses gondoles, New York ses taxis jaunes, Londres ses bus à Impérial, Dakar a le car rapide. C'est parti pour une virée avec Chérif dans son œuvre d'art roulante. Ça fait 4 ans que je conduis le car rapide. J'ai fait l'apprenti 3 ans, après je suis devenu chauffeur. Le fonctionnement est simple. Un chauffeur et son apprenti sillonnent les rues de la ville pour chasser les clients. C'est un peu dur parce que les rues ne sont pas trop grandes avec les voitures qui garent devant la route. Ça complique la situation. Mais attention, pas de trajet fixe et défini. Chérif ne sait jamais où il va terminer sa course. Tous les trajets se décident en fonction des clients que l'apprenti accepte de faire monter. Pour que Chérif s'arrête, le signal est simple. Quelques coups donnés sur la carlingue par son apprenti. Moyen de transport pratique et économique, le car rapide a fait son entrée au musée de l'Homme de Paris. Le gouvernement envisage pourtant de les interdire, car apparemment trop dangereux. Le car rapide ne serait pas un symbole de Dakar sans les riches décorations qui le caractérisent. Donc le car rapide, je lui dois beaucoup. Hein. Je lui dois aussi, je l'immortalise, n'est-ce pas? Parce que vraiment, c'est le début de ma carrière artistique et qui m'a amené partout dans le monde. Dans les années 70, l'artiste faisait naître ses premières œuvres sur les carrosseries qui ont tout de suite été très remarquées. Je m'appelle Moussa Tine, artiste plasticien, ancien décorateur de car rapide. Après une reconnaissance internationale et 40 ans passés à exposer dans le monde entier, Moussa Tine est désormais un artiste référence du village des arts de Dakar. Mon atelier est ici au village des arts, là où je pratique mon travail artistique. Le village des arts est un sanctuaire pittoresque dédié à la création artistique. Il se situe dans le centre-ville hyper urbanisé de la capitale. C'est l'un des lieux de prédilection d'Aïcha Dem, activiste de la vie culturelle dakaroise. Le village des arts est un lieu, je dirais même pas particulier, c'est un lieu complètement fou. Je l'appelle le village des miracles. Un lieu de résidence, en fait, on va dire, des artistes. Ils ont chacun un atelier, leur espace propre, et puis il y a une galerie où ils exposent. C'est la folie. Ça dépend des jours, ça dépend des artistes que tu trouves ici, parce qu'ils sont très nombreux. Donc, tu arrives, tu vas dans un atelier, tu trouves un univers complètement différent de l'autre que tu viens de rencontrer. Le village regroupe une 50aine d'artistes en résidence. Lieu de création, mais aussi d'exposition. Au gré d'une balade dans ces lieux paisibles, vous pourrez observer des moments de création, échanger avec les artistes
Et pourquoi pas devenir heureux propriétaire d'une de leurs œuvres. Ce qui est certain, c'est que vous vous rendrez compte que Dakar est un haut lieu de créativité. Dakar, pour moi, c'est un bouillonnement. C'est très éclectique, une rencontre de cultures, de gens, de personnes qui viennent de partout. Je pense qu'il y a un truc dans Dakar qui fait ça. Je ne peux pas dire exactement ce que c'est. C'est un endroit où il y a beaucoup d'inspiration d'or, où la vie, tout dans Dakar peut inspirer quand on est créatif. La vie culturelle dakaroise a longtemps été peu valorisée et peu accessible aux non-initiés. Mais Aïcha a remédié à cela. Ce que j'ai fait, j'ai monté la première plateforme au Sénégal, parce qu'il n'y avait rien sur Internet, par exemple, pour nous dire ce qui se passe dans le milieu culturel dakarois. Il n'y avait que le petit cercle fermé des gens. Aïcha a créé agentdakar.com, un site qui recense tous les événements de la vie artistique et culturelle de la ville. Une première au Sénégal. L'exposition sur Internet aujourd'hui, je vais dire même, c'est un miracle. Ça nous permet, nous, aujourd'hui, de montrer notre créativité dans le monde entier, ce qu'on ne faisait pas avant. Aujourd'hui, on peut voir ce qui se passe au Sénégal très facilement et justement, ça ne demande pas énormément de moyens. C'est comme par exemple quand on parlait du journal Rappé tout à l'heure, qui a explosé carrément, alors qu'ils sont juste partis d'une chaîne YouTube. C'est absolument formidable et je pense que c'est ça, nous tenons le bout pour montrer l'Afrique au monde. Pour moi, c'est Internet. Comme partout dans le monde, Internet est devenu le média utilisé par les artistes sénégalais pour exposer leurs talents, et particulièrement chez les musiciens. Parmi eux, on peut compter Rouman, artiste rappeur qui s'est fait connaître avec le journal Rappé. Donc j'ai été là avant les réseaux sociaux. Le rap était beaucoup plus, la communication était différente. Et là, avec les réseaux sociaux, elle est beaucoup plus développée. Donc on devient des acteurs de ce village planétaire. Dans son journal Rappé, Rouman aborde les sujets de société afin d'y intéresser les populations rétives aux médias d'information traditionnels. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a de bonnes, il y a de mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Le dimanche au Sénégal, c'est le jour des élections. Quelles sont les forces ou coalitions en compétition? Qui est qui sont associés? Qui est qui sont opposés? Écoutons donc les dossiers de nos envoyés spéciaux. Nos artistes sont très engagés en fait. Je pense juste qu'on est à un moment où on a besoin d'exprimer certaines choses. Et c'est eux les porteurs de voix aussi. L'engagement de Rouman trouve racine dans des figures comme celle du président et poète Léopold Sédar Senghor. Senghor nous a tous influencés, nous a tous bénis de sa touche magique, on va dire. Je pense qu'intérieurement, chacun d'entre nous a envie de laisser un héritage comme celui de Senghor. Donc chacun a envie, tu vois, d'avoir le même parcours que Senghor. En tout cas, d'influencer positivement tout ce qui est art et culture. J'ai repris Joal, qui fait partie des œuvres majeures de Senghor. Donc c'est une chanson qui est assez mélancolique, qui parle de l'enfance de Senghor. L'héritage de Senghor est toujours vivace à Dakar. Défenseur de la négritude, il plaidait également pour l'ouverture et le partage des cultures. C'est le rayonnement de Senghor à travers l'Afrique et le monde est intéressant et important. Et justement, quand on va dans d'autres pays, voilà, c'est une référence majeure de tous les Africains, c'est une référence majeure de tous les hommes de lettres. Et en plus, il a réussi au sommet de son combat ou de son parcours à être à l'Académie française, à être le président du Sénégal, etc. Je pense que c'est un parcours qui est remarquable. Je me rappelle. Impossible de se rendre à Dakar sans faire un détour par Gorée. Et quel meilleur guide qu'une native de l'île pour nous accompagner. Le rendez-vous est pris avec Sacha dans le quartier du Plateau où elle vit désormais. Je suis née sur l'île de Gorée et j'y ai grandi. J'ai quitté l'île de Gorée parce que maintenant je suis mariée. Mais malgré tout ça, je pars tout le temps parce que je ne veux pas perdre mes repères et ma source aussi. L'île de Gorée se trouve à moins d'une demi-heure en bateau du centre-ville. Les navettes partent toutes les heures, du matin au soir.
Gorée est un endroit préservé où la nature garde encore tous ses droits. Vous voyez tous ces baobabs? Il n'y a que des baobabs sur l'allée. Une fois à Gorée, là, c'est les salutations jusqu'à la maison parce que tout le monde se connaît sur l'île. Salam alaikum. Omar, ça va? Ça va bien. Là, il y a un artiste qui travaille ici toujours, qui fait du recyclage. Mais c'est bien l'histoire qui envahit l'atmosphère de l'île. Impossible de se rendre à Gorée sans s'arrêter à la maison des esclaves, un lieu chargé d'histoire et d'émotions. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, ça va. Combien d'hommes, de femmes, d'enfants ces murs ont enfermés avant que ces derniers ne franchissent la porte du non-retour, vers un exil forcé, loin de leurs racines africaines, les vouant à un destin d'esclaves. Gorée, île souvenir et symbole de la traite négrière. Le mémorial situé sur le point culminant de l'île rappellera à jamais les voiles des bateaux négriers. Mais Gorée n'est pas qu'une ville-musée. Elle compte de nombreux habitants qui restent très attachés à leur île. Certains ont réinvesti les anciennes fortifications françaises pour en faire des habitations. Ici, on est chez ma tante et mon oncle qui sont là. Voici ma tante, elle s'appelle Tata Aïda. Bonjour. Et là, voici mon oncle qui s'appelle Tonton Moussa. Je viens tout le temps sur l'île pour revivre avec la famille et tout. Ouais. Son arrière-grand-père, son grand-père, son père et toute la famille sont toujours natifs de Gorée. Donc on ne peut pas lui enlever ça parce qu'elle fait partie de Gorée. Tout ce qu'elle est devenue, c'est Gorée qui l'a donné. Gorée, au visage multiple, lieu chargé d'histoire, mais aussi petit paradis insulaire au large de Dakar. Dakar compte aussi ses petits coins de paradis, et notamment pour les surfeurs, grâce à sa position géographique. Les spots de surf à Dakar, il y a beaucoup de spots à Dakar. Vous voyez, au Sénégal, on a l'avantage d'avoir la presqu'île de l'Afrique, qui est la pointe de l'Afrique de l'Ouest. Et là, on est sur cette pointe. On a l'avantage d'avoir des houles du nord, des houles du sud et des houles d'ouest. Donc on a vraiment une bonne destination surf au Sénégal. Tant mieux pour nous, hein? Et qui de mieux placé pour nous en parler que Oumar Sey? J'ai été surfeur pro. Je suis le premier Sénégalais à avoir signé un contrat professionnel. Arrivé dans le milieu pro, c'est là que je me suis rendu compte que je suis vraiment le premier black en fait, dans le monde à avoir signé un contrat professionnel avec une grosse marque. Oumar n'a jamais pris ses distances avec les vagues. Il est maintenant professeur de surf, mais aussi homme d'affaires. Le jeune homme a fondé le premier complexe dédié à la discipline en Afrique de l'Ouest, le Surfer Paradise. Quand j'étais jeune, j'ai regardé un des films qui s'appelle Point Break, le film qui a fait rêver tout le monde. Et quand Bobby priait pour prendre sa dernière vague, il était assis en Australie au Surfer Paradise. Et je me suis dit, le jour que je mettrai mon business à Dakar, ça va s'appeler le Surfer Paradise. C'est un complexe qui accueille du monde pour découvrir le surf. C'est un complexe aujourd'hui qui crée une famille dans le surf. Dakar et le Sénégal peuvent compter sur une jeunesse dynamique et ambitieuse qui a à cœur de faire émerger le pays. Je suis un businessman. Je veux que le surf se développe chez nous. Mais oui, il y a tout pour réussir. Il fait beau, il fait chaud, on a des belles plages. Les Sénégalais, c'est des athlètes, on est des beaux gosses, donc voilà, on peut tout avoir. En ce qui concerne les beaux gosses, on vous laissera juger par vous-même. Par contre, ce qui est certain, c'est que les Dakarois sont sportifs. Quand je fais du sport, j'ai plus l'inspiration et c'est bien, même physiquement, c'est bien. L'air pur avec la mer, quand tu cours sur la corniche, tout ça c'est très très important. Avec la plage et les installations qu'il y a, les gens font de plus en plus du sport.
Marema Fall figure parmi les artistes les plus en vue actuellement à Dakar. Son titre Femme d'affaires est un énorme succès. Un succès qui ne l'a pas éloigné de son quartier, ni de ses habitudes. Je dirais que chacun a sa façon de vivre ici à Dakar. Moi, j'ai ma façon de vivre Dakar et j'adore. On est à Ouakam, c'est mon quartier, j'habite ici. Il y a beaucoup d'artistes qui habitent à Ouakam. Et je peux même dire que c'est le quartier des musiciens, des artistes en général. Donc c'est un quartier que j'adore. Quand les gens définissent la musique sénégalaise, à chaque fois ils disent que c'est le mbala. Moi, je fais une musique assez ouverte. Je mélange les instruments traditionnels et les instruments aussi modernes. Son style singulier n'a pas manqué d'attirer l'œil d'artistes sénégalais à la renommée internationale comme Baba Mal. Les grands artistes comme Baba Mal, ils regardent bien ce que l'on fait, bien sûr. Parce qu'il faudrait aussi que nous, les jeunes générations, qu'on soit aussi près de nos aînés, bien sûr, il le faut. Et il faut qu'eux aussi qu'ils nous aident. C'est très important. La rencontre avec Baba Mal, ça va être le début de nouvelles choses. Avec la jeunesse et les grands, voilà. De toute façon, ça, c'est de rigueur en Afrique. Les musiciens qui se retrouvent et qui commencent à écrire des chansons, qui collaborent. Ça dépend de cette collaboration pour ton album, mon album, ou bien pour n'importe quel autre projet. OK, on se donne la main pour ça. Collaboration. Kalsoum, elle fait de l'afro, de soul et jazz et funk. Je suis hyper excité à l'idée de jouer pour Kalsoum. Et nous, ravis de partager l'éloge avec Dame Kassé, un jeune danseur qui accompagne la diva soul sur scène. C'est déjà le moment de l'ouverture des portes au Just For You. Le Just For You était réputé jazz, que jazz. Mais maintenant, il y a plus de variété, il y a plus de tenues, il y a plus de couleurs. Nous retrouvons Dame Kassé chez lui, dans le quartier de Niaritali. Je suis danseur professionnel. J'habite à Niaritali, ici à Dakar. J'ai commencé avec la danse traditionnelle à l'âge de 6-7 ans. Mais le monde de la danse contemporaine, je l'ai vraiment flirté une fois sur Dakar. En 2007, on m'a envoyé vers l'École des Sables pour faire une formation. L'École des Sables est une institution.
Cette école de danse se trouve à une demi-heure du centre-ville de Dakar, dans le paisible village de Toubab Dialaw. L'école des sables, c'est la terre-mère pour moi, où j'ai découvert l'univers de la danse en tant que tel. Je me suis vraiment approprié de pas mal de choses, de techniques. Une technique, la technique Akoni, du nom de Germaine Akoni, la fondatrice de l'école. Maman Germaine Akoni, on peut dire que c'est le monument de la danse africaine. Donc j'ai connu ce nom Akoni de par elle et j'ai connu encore ce qu'il en est de la transformation de la danse africaine ou la danse africaine contemporaine, exactement. Aujourd'hui, c'est son fils Patrick qui a pris la relève. Bon, son fils Patrick, c'est un frère. C'est plus qu'un prof pour moi. Il me donne des conseils, il me suit dans mes créations. On vient du monde entier pour suivre les cours de Patrick et apprendre la technique Akoni. C'est vraiment une technique codifiée qui est une synthèse des danses qui proviennent du nord du Sénégal et du sud du Sénégal avec des influences de certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais attention, ne lui parlez pas de danse africaine. Pendant un bon moment, c'était surtout un terme marketing, un terme de vente. Et puis il y a une prise de conscience de ça et les enseignants ont commencé à se dire « Ah non, mais attends, on ne peut pas parler de danse africaine, il y a tellement de danses dans mon pays, il y a plus de 150 danses, les danses du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Et les techniques sont différentes, on ne peut pas parler d'une danse africaine, on ne peut parler que des danses africaines. Donc on va commencer à parler des danses du Sénégal, des danses du Togo, des danses du Bénin, etc. » Il existe un endroit où s'exprime plus qu'ailleurs la place qu'occupe la danse au Sénégal, où il s'agit plutôt d'un événement, d'une fête. Le soir, en arpentant les ruelles des quartiers populaires de Dakar, tendez l'oreille. Laissez-vous attirer par le son des percussions lointaines. Pour moi, le sabar, c'est le symbole de la culture sénégalaise. C'est une cérémonie. Souvent, c'est les baptêmes, souvent, c'est les mariages, souvent, c'est l'accueil pour des hôtes. L'organisation des sabars incombe aux femmes. Après avoir bloqué la rue, elles se positionnent en demi-cercle face au groupe de musiciens. Souvent, il y a les percussionnistes qui commencent à taper. Et au fur et à mesure, on voit les petits, les tout petits qui viennent. Au fur et à mesure, on voit les ados et puis les grands. Donc c'est vraiment un processus qui forme le cercle et après, à tour de rôle, chacun montre comment elle saute, comment elle danse, comment on bouge. Et le meilleur, c'est celui qui maîtrise le mieux le rythme. Les danses s'enchaînent, les corps et les rythmes se répondent et à vrai dire, on ne sait plus trop qui donne le tempo à l'autre. La belle vie, les belles choses, les belles femmes, une belle pirogue, c'est Dakar. C'est une porte ouverte sur le monde. Donc ça laisse entrer beaucoup de personnes, beaucoup de choses, beaucoup d'influences. Et c'est ce Dakar-là qui est le vrai visage de Dakar. Dakar fait partie des 7 merveilles du monde. Et je pense qu'il faut que nous puissions faire tout ce que nous devons faire pour que Dakar reprenne son rayonnement d'alors. Il faut qu'on vive main dans la main et valoriser notre pays. Parce que si notre pays est valorisé, la récompense c'est quoi? C'est le pays qui va danser. Dynamique et fière,
Dakar est à l'image des Dakarois. Prête à relever les défis de demain, la capitale du Sénégal et de l'Ouest africain n'a pas fini de faire parler d'elle. Tête de proue de tout un continent, vers lequel tous les regards se tournent, Dakar ouvre la voie vers un nouveau millénaire.